Parfois, des cas deviennent très médiatisés parce qu'ils sont controversés. L'un des héros de l'histoire d'aujourd'hui était tellement désespéré de découvrir la vérité qu'il a tout mis en jeu. Mais la justice pourrait-elle être aussi mauvaise qu'il le croyait? L'histoire d'aujourd'hui se déroule dans la petite ville d'Alcácer, à Valence, en Espagne, qui compte 7000 habitants. Les participants aux événements qui vivaient ici dans les années 90 étaient de simples écolières avec leurs problèmes typiques d'adolescence. Le 13 novembre 1992, 4 amis, Antonia Rodriguez, 15 ans, Désiré Hernandez, 14 ans, Myriam Garcia, 14 ans et Esther Martinez, 14 ans, allaient se retrouver après les cours. Cette journée a commencé comme d'habitude pour eux à l'école. Ils sont venus en classe et pendant tout ce temps ils attendaient avec impatience la soirée. Lorsque Myriam est arrivée à l'école, elle a attendu que son père, Fernando Garcia, vienne la chercher après les cours. Le père se souvient avoir récupéré sa fille dans une voiture. Elle a raconté comment s'était déroulée la journée, quelles notes elle avait obtenues et a partagé ses projets pour l'avenir. Myriam pouvait à peine contenir ses émotions, car dans quelques heures, elle était censée se rendre à une fête avec ses amis. Le père de Myriam, Fernando, avait la grippe à ce moment-là et s'est endormi après avoir récupéré sa fille à l'école. La fête a eu lieu au club Culard dans une ville voisine appelée Picani, qui se trouvait en face d'Alcácer. Les écolières se sont rassemblées chez Esther vers 19h, mais elle-même ne se sentait pas bien et a donc dû annuler le voyage. Les autres se préparaient à partir. En fait, il était déjà trop tard pour se rendre au club en transport en commun. Les filles ne pouvaient pas attendre le bus, alors Myriam a décidé de se tourner vers son père. L'homme dormait, alors la mère a répondu au téléphone. La fille a été très persistante et a demandé à récupérer tout le groupe d'amis et à les emmener dans une ville voisine. La femme était contre elle, pensait que cette idée pourrait mal finir. De plus, le chef de famille se reposait afin de récupérer rapidement. La mère a insisté pour que les adolescents entrent chez eux car il était déjà tard. Plus tard, Myriam a demandé à passer la nuit chez une amie. La mère a compris son projet et a répondu en disant qu'elle devrait passer la nuit à la maison, ce qui a obligé l'adolescente à accepter. Elle a promis de revenir avant le couvre-feu. En fait, aucun des adolescents n'allait abandonner cette idée. Les écolières ont décidé de faire l'aller-retour par elles-mêmes. Ils ont quitté la maison d'Esther à 20h et se sont dirigés vers le club. Pour les filles de l'entreprise, cet événement est devenu un jour très important, car c'était la première fois qu'elles assistaient à un tel événement. Bien entendu, chacun a promis à ses parents de revenir à l'heure. Cependant, plus tard, les adolescents se sont rendus compte que ce n'était pas aussi facile à faire qu'ils le pensaient dès le début. Et cet appel était la dernière fois que sa mère entendait Myriam vivante. Myriam était en retard d'environ une demi-heure et sa mère commençait à s'inquiéter. Non seulement la fille n'est toujours pas rentrée à la maison, mais elle n'est pas non plus chez son amie. La femme commença à s'inquiéter. À cette époque, les filles n'avaient pas encore de téléphone portable, il était tout simplement impossible de les contacter. L'incertitude a déprimé les parents des autres amis, décidant que Myriam pourrait être offensée et aller vers eux. La femme s'est calmée en pensant qu'après cela, sa fille avait simplement peur de rentrer chez elle et ne voulait pas de conflit. Même si cette explication semblait naïve, la femme a réussi à se calmer. Elle a appelé tous les participants de cette fête, avec qui sa fille était censée partir. À sa grande horreur, toutes les filles étaient loin de chez elle. Les parents étaient déjà inquiets et essayaient également de savoir où se trouvaient les enfants. On ne sait absolument pas à quel moment les adolescents ont disparu. La dernière fois que la mère a parlé à sa fille Myri, c'était alors qu'elle était sur le point de quitter la maison avec Esther. Ils n'ont pas tardé à quitter les lieux pour chercher la voiture dans la rue. Mais l'écolière n'avait pas d'argent, elle laissait toutes ses affaires à la maison. On ne sait pas où les chercher ni à quel moment les adolescents ont disparu. Se seraient-ils simplement perdus en chemin? Les parents allaient le découvrir. Le père de Myri est allé à Picozène et sa mère a appris de son amie Esther que la fête était prévue dans une discothèque. L'homme était très inquiet, mais s'est calmé en pensant que sa fille avait été une fille calme et honnête toute sa vie. Elle évitait les mauvaises compagnies et les ennuis. L'homme s'attendait à la rencontrer dans la zone du club et à venir la chercher avec ses amis. Malheureusement, à son arrivée, aucune des personnes disparues n'a pu être retrouvée. D'ailleurs, personne n'a vu ce soir-là d'écolière correspondant à la description.
La femme l'a appris par son mari et a immédiatement décidé de contacter la police. Cependant, les forces de l'ordre n'ont pas montré beaucoup d'intérêt. Ils ont décidé que les adolescents faisaient simplement la fête, allaient peut-être dans un autre club, buvaient trop, restaient chez des amis et rentraient bientôt chez eux. Les parents inquiets ont été informés qu'ils devaient attendre au moins 24 heures avant que la police n'accepte leur rapport. La police a insisté sur le fait que les filles avaient peut-être tendance à s'enfuir sans réserve, mais les parents étaient convaincus que ce n'était pas le cas. Les personnes disparues étaient âgées de 14 à 15 ans. Toutes ces affaires étaient laissées dans la chambre de Miri. Elle n'avait visiblement pas l'intention de partir longtemps et prévoyait de revenir à l'heure convenue, comme elle l'avait promis à sa mère. Une situation similaire a été observée chez les deux autres participants à cet incident. L'une des filles a emballé un sac de sport rempli d'affaires et se préparait à aller s'entraîner le lendemain. Elle a également promis de revenir tôt pour se reposer. Le comportement de toute l'entreprise n'était pas conforme à ses habitudes habituelles et les familles étaient très alarmées. Malheureusement, les responsables de l'application des lois affirmaient catégoriquement que la criminalité dans la région était très faible, donc personne ne s'attendait à ce qu'il y ait un acte criminel. La police a supposé que les personnes disparues avaient des problèmes avec leur famille et s'est donc enfuie pour se détendre. Il est évident qu'ils vont bientôt se calmer et rentrer chez eux. Les mères et les pères ont réfuté les hypothèses de la police dans l'espoir que les policiers reconsidèrent leur décision et commenceraient une perquisition. Mais tout a changé lorsque le public a appris cette affaire. Les gens voulaient vraiment aider dans la recherche. La ville était petite et beaucoup se connaissaient bien. L'incident a choqué tous les résidents locaux. Même après le jour dont la police a parlé, il n'y avait aucune nouvelle des écolières. Tout indiquait qu'ils étaient allés à une fête mais n'étaient jamais revenus. Toute la ville était au courant de ce qui s'était passé, notamment grâce à l'activité du père de Miri. Les gens se sont volontairement rassemblés en groupes de volontaires pour participer à l'opération de recherche. Au même moment, la distribution de tracts décrivant les filles disparues a commencé. La famille Miri a montré le plus d'activité. La police a commencé à travailler avec des témoins. La dernière personne à avoir vu les disparus était leur amie et qui était malade et n'est pas allée à la fête. Il y avait des difficultés de transport, car il n'y avait personne pour les emmener et personne n'emportait d'argent avec eux. Ils s'attendaient à faire du stop jusqu'à la ville en dernier recours. Dès le début, Esther était contre cette idée, car elle considérait de telles aventures trop risquées, et elle essayait de dissuader ses amis, mais elle était hantée par l'idée que les adolescents décidaient de tenter leur chance avec cette option. Nous avons pu communiquer avec des jeunes qui ont également participé à cette fête. Personne n'avait vu les disparus ce soir-là, il fallait donc tracer le chemin le plus court que les adolescents auraient dû emprunter. Il y avait des témoins qui ont témoigné. Un camarade de classe d'une fille nommée Francisca Soria a déclaré qu'il passait ses examens finaux ce vendredi soir. En chemin, il a croisé des filles dans le centre-ville, elles se dirigeaient dans la direction opposée au club. Francis leur a demandé s'ils allaient à la fête et ils ont répondu non. Le camarade de classe ne se souvenait pas de l'heure exacte et a suggéré que les filles se rendaient probablement chez leur amie Esther vers 2 heures. Un autre de leurs amis les a vues à quelques pâtés de maison de la maison d'Esther. Cette connaissance était un homme plus âgé nommé Francisco RC qui passait par là avec sa petite amie. Il n'était pas ami avec les filles, mais ils leur ont proposé de les conduire. Antonia, Myriam et Désirée ont dit qu'elles se dirigeaient vers la discothèque Culard. Francisco, qui avait des problèmes avec sa voiture, a déposé 3 copines près du club, à l'atelier de réparation automobile où ils se rendaient. Ils ont probablement marché plus loin, la méthode choisie par les adolescents pour se rendre au club rendait la tâche plus difficile. Ils auraient pu tomber entre les griffes d'un criminel au hasard ou d'un maniaque qui traquait délibérément la zone. Là où logeaient les écolières, il y avait des champs, mais il y avait néanmoins des bâtiments. Le territoire s'est avéré n'être pas complètement désert, quelqu'un aurait pu voir les écolières, et chacun espérait trouver un autre témoin important. Et un tel témoin apparut bientôt. Selon le témoignage d'une femme, Maria Dalora Soria, elle a vu des filles semblables passer devant chez elle. La femme a admis avoir remarqué une voiture blanche avec 3 ou 4 hommes à bord, qui s'est arrêtée devant l'entreprise, et les filles sont montées à bord après un bref dialogue avec le chauffeur. Mais Afal ne pouvait pas donner le numéro ni la marque de la voiture. Le témoignage de Maria a soulevé de nombreuses questions. Compte tenu de la présence de passagers dans la voiture,
on ne savait pas vraiment comment les filles pouvaient monter dans une berline blanche ordinaire s'il y avait 7 personnes à l'intérieur. L'opération de recherche est dans une impasse. Il semblerait que l'intérêt de la police pour cette affaire s'estompe progressivement. Quelques jours seulement après le début de l'opération de recherche et de sauvetage, les parents des filles craignaient sérieusement qu'elle soit tout simplement interrompue. Dans ce contexte, les parents de Myriam ont commencé à travailler encore plus activement avec le public, ils ont distribué des tracts, se sont adressés aux gens à travers des reportages à la radio, à la télévision et dans les journaux. Tout cela s'est passé sous le contrôle du père de la femme disparue. À ce stade, l'homme a fait bien plus que des agents des forces de l'ordre. En fait, il était si actif qu'il a même provoqué une réaction négative. Certains pensaient que le père essayait de devenir célèbre grâce au battage médiatique autour de la disparition de sa fille. Néanmoins, il a réussi à attirer tout le pays vers ce problème et à mettre la police à l'écoute pour qu'elle travaille plus activement. D'une part, cela pourrait fournir des données pour les recherches, d'autre part, cela attirerait une attention indésirable. Des rumeurs désagréables ont commencé à apparaître autour de cet incident. Plus l'histoire devenait populaire, plus les gens essayaient de faire la une des journaux et donnaient alors de faux témoignages. Bien entendu, cet état de fait n'a fait que compliquer l'affaire et gêner le travail des détectives. Une attention accrue a commencé à affecter négativement le travail. Le père de Myriam continue de se battre désespérément pour sa fille. Il pensait sincèrement que la police manquait de professionnalisme et était trop lente. 1 mois et demi s'était écoulé depuis la disparition des écolières, 3 familles d'Al-Qasser ont dû célébrer le Nouvel An sans leurs enfants. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune nouvelle, il semblait que la police avait complètement arrêté l'enquête. Il est difficile d'imaginer les sentiments des parents dans un état d'incertitude totale. Le 27 janvier, à environ 40 km de l'endroit où vivaient les filles, dans la région sauvage et vallonnée de l'Araman, 2 apiculteurs se sont rendus dans un rucher. C'était un endroit isolé dans les montagnes, difficile d'accès si on ne le connaît pas au départ. Quelque chose de suspect, un reflet dans les buissons à l'ombre des arbres, s'est avéré être de la terre excavée d'où quelque chose dépassait. Lorsqu'un passant s'est approché, il a vu que cet objet ressemblait à une main humaine. De la terre meuble, on pouvait voir une main sur laquelle était portée une montre-bracelet qui scintillait. La police a été immédiatement alertée de l'incident. Le même jour, les corps des écolières disparues ont été découverts lors de fouilles. Tous 3 ont été enterrés dans une fosse commune, attachés avec des cordes, enveloppés dans un tapis et recouverts d'une couche de terre. Un groupe de travail a été immédiatement formé pour enquêter sur cette découverte, mais ce groupe était composé de policiers inexpérimentés qui n'avaient jamais eu affaire à de tels crimes. Il y avait des lacunes dans leur travail, par exemple, même le lieu de sépulture n'était pas correctement photographié et inspecté. Il n'a même pas été immédiatement bouclé. Cela a été fait quelques heures seulement après l'arrivée de la police. Dans de telles conditions, de nombreuses preuves pourraient être ignorées, piétinées ou tout simplement perdues. Les forces de l'ordre ont immédiatement concentré leurs recherches à proximité de la tombe de fortune. Ici, en plus de la propriété des apiculteurs, il y avait aussi des maisons. Dans l'une de ces maisons, nous avons par la suite réussi à trouver une boucle d'oreille ressemblant au bijou d'une des filles. Considérant que les corps ont été retrouvés sur le territoire du rucher, les maisons des apiculteurs ont également été inspectées. Selon la police, des objets liés aux victimes du crime auraient pu être trouvés à l'intérieur. Mais ces attentes ne se sont pas révélées justifiées après le premier interrogatoire et l'inspection de la maison de l'apiculteur. L'expert médico-légal a constaté de nombreuses traces de torture et de torture sur les corps de chacune des 3 victimes. Ils sont morts d'une mort terrible. 2 filles, Antonia et Desiree, ont été décapitées, Myriam a été retrouvée sans sa main droite, elle n'a pas pu être retrouvée. La cause du décès des filles était des blessures par balle, il y avait également de multiples coups de couteau et des traces de coups sur le corps. Certaines dents des filles étaient cassées et elles étaient visiblement restées attachées pendant longtemps. Les filles étaient épuisées par la faim et la soif, chacune des écolières a été violée et torturée à plusieurs reprises pendant plusieurs jours, y compris à titre posthume. De nombreuses traces d'ADN ont été trouvées sur le tapis, mais malheureusement, les techniques du début des années 90 n'ont pas permis d'analyser complètement le matériau. Outre les corps, plusieurs objets ont été retrouvés à l'intérieur et à proximité de la fosse, des fragments de vêtements sans rapport avec eux, des corps, des cheveux, des fragments d'os, des bouts de papier et divers débris. Durant cette période, le père de Myriam était à Londres.
L'homme est allé si loin en attirant l'attention sur la disparition d'adolescents qu'il a dépassé les frontières de l'Espagne. Le lendemain, une autre conférence de presse était prévue, consacrée à la recherche des écolières disparues. Le père a continué à surveiller la situation et a gardé espoir jusqu'au bout, de sorte que la nouvelle que les filles ont été retrouvées mortes a été un coup douloureux. Il a pris le premier vol pour rejoindre sa famille pour soutenir ses proches. Durant cette période, une large couverture médiatique a fait une cruelle plaisanterie aux héros de l'histoire lorsque la police est venue annoncer officiellement la mort des filles. Tout cela a été filmé en direct. La tragédie nationale ressemblait à une émission de télé-réalité. Malgré de longues recherches, la police n'a pas mis longtemps à découvrir les criminels présumés. Lorsqu'ils ont plié les morceaux de papier qu'ils ont trouvés, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une carte de patient ambulatoire provenant d'un hôpital voisin. Il s'est avéré qu'il appartenait à un homme vivant dans une petite maison non loin de l'endroit où les corps des filles ont été retrouvés. La boucle d'oreille a été trouvée dans cette maison. On lui avait déjà diagnostiqué une schizophrénie et un retard mental. La deuxième personne soupçonnée par la police était le frère d'Enrique, Antonio. Il avait accès à la maison et avait un casier judiciaire. Il n'a pas été possible d'arrêter Antonio, il a disparu, il s'est probablement enfui, ce qui n'a fait qu'accroître les soupçons sur sa culpabilité. Les examens médico-légaux ont montré que les jeunes filles avaient été attaquées par plusieurs personnes à la fois. Ils ont décidé de vérifier l'entourage d'Antonio et Enrique, c'est pourquoi leur ami de 20 ans, Miguel Ricard, a été impliqué dans cette affaire. Dès le début, il a été étonné d'être soupçonné d'un quelconque crime. Les enquêteurs se sont appuyés sur le fait que Miguel possédait une voiture Opel blanche. Comme mentionné précédemment, le témoin qui a aperçu les filles la nuit de leur disparition a souligné qu'il s'agissait d'une voiture blanche qui s'était arrêtée à proximité des adolescentes. Pour être honnête, il convient de noter qu'il s'agissait d'une petite voiture à 2 portes dans laquelle cette personne ne pouvait tout simplement pas entrer. Les détectives ont commencé à demander à Miguel s'il empruntait sa voiture. Au début, il hésitait, répondant non, mais il a admis plus tard qu'il lui arrivait d'emprunter de l'argent, car Antonio n'avait même pas de permis de conduire, et certains amis affirmaient qu'il ne savait pas conduire une voiture. Tout cela a accru les soupçons à leur encontre. Lors du premier interrogatoire, Miguel a déclaré qu'il n'avait pas vu Antonio depuis longtemps, bien qu'ils soient amis depuis plusieurs années. Il ne savait pas où se trouvait le fugitif pour le moment. Miguel a reconnu qu'Antonio avait des problèmes mentaux qui pourraient le rendre dangereux pour les autres. Miguel a également souligné l'innocence d'Enrique, affirmant que le frère cadet de l'homme recherché était inoffensif. Cependant, il a refusé d'en dire autant d'Antonio. Les enquêteurs étaient convaincus que Miguel avait ainsi admis qu'il était derrière les barreaux au moment de la disparition des filles. Cependant, une enquête a montré qu'il s'agissait d'un mensonge et il est allé en prison quelques semaines après le meurtre. Peut-être que le gars s'était simplement trompé ou avait menti intentionnellement. Miguel Ricard a grandi dans une famille dysfonctionnelle. Sa mère est décédée quand il avait 3 ans et il a grandi avec un père tyran. Tout cela a amené le gars à commencer à expérimenter l'alcool et les substances illégales. À l'âge de 16 ans, Miguel a quitté l'école pour commencer à travailler et subvenir à ses besoins. Il a travaillé dans une ferme pendant un certain temps et, à 20 ans, il a trouvé un emploi de vendeur de voitures d'occasion. Il a vécu avec sa petite amie pendant plusieurs années et lorsqu'elle est tombée enceinte, Miguel s'est enrôlé dans l'armée espagnole et a servi à Malaga. Après un bref passage dans l'armée, Miguel rentre chez lui et poursuit son style de vie douteux, qui ruine sa relation avec sa petite amie et sa fille. Ils se séparèrent et Miguel emménagea avec son ami de longue date Antonio. Ces deux-là ont commencé à commettre divers délits, vols de voitures, qui ont attiré l'attention de la police. Cependant, Miguel n'avait jamais été vu dans des scènes de violence auparavant. Les soupçons d'Antonio reposaient sur ses démêlés avec la justice. En plus du fait que la couleur de la voiture que le jeune homme pouvait conduire était assortie, il participait au soi-disant week-end de prison. Il avait un long passé criminel impliquant des violences. Le gars est né en 1966 au Brésil, dans une famille nombreuse, ils ont ensuite déménagé en Espagne. Même à l'école, des problèmes de comportement ont commencé, Antonio était toujours très agressif, provoquant souvent des bagarres. Puis ce personnage l'a conduit sur la voie du crime. Au lycée, il est venu à l'école à plusieurs reprises et des rumeurs couraient selon lesquelles il portait une arme à feu. Peu à peu, il a formé son propre gang, ils ont attiré des gars seuls sous divers prétextes, les ont volés et les ont fait chanter. Tout cela lui a permis pendant cette période,
le jeune homme a consommé non seulement de l'alcool, mais aussi d'autres substances. Petit à petit, Antonio a commencé à distribuer des substances illégales. Durant cette période, un incident s'est produit qui a montré la véritable nature de cet homme. Il fallait des aides pour distribuer des substances interdites, et le jeune homme a impliqué dans cette tâche une femme nommée Nuria Pera, qui s'est approprié les marchandises. Pour se venger, il l'a battue, l'a traînée dans son appartement, l'a enchaînée et torturée, a affamé la femme, comme elle l'a admis plus tard, et lui a presque coupé la poitrine. Le comportement agressif et cruel d'Antonio s'est étendu à tous ses proches. Au moment où l'un des frères a livré Antonio à la police, toute la famille avait peur de lui et avait obtenu une ordonnance de non-communication pour se protéger de leur fils viol. Pour le délit d'agression contre une femme, ainsi que pour trafic de substances illégales, Antonio aurait dû être condamné à 9 ans de prison. Pendant la période où se sont produits les meurtres des écolières, le jeune homme était en congé de week-end pour bonne conduite. Maintenant, il s'était enfui, et on pensait que cela était spécifiquement lié au triple meurtre. La raison la plus importante des soupçons de ces jeunes était la maison située à côté du rucher. L'intérieur de la maison rappelait beaucoup une salle de torture. Les histoires ont continué à se multiplier, et de nombreuses rumeurs étaient irréalistes dès le début. Il y avait des spéculations selon lesquelles les suspects auraient attiré les filles pour quelqu'un d'autre et auraient participé à un stratagème lancé par de hauts fonctionnaires. Au cours de nombreux interrogatoires, les détectives ont réussi à obtenir des aveux de Miguel. Cela semblait tout résoudre. Cependant, cette information a ensuite été contestée à plusieurs reprises par le jeune homme lui-même, qui a affirmé qu'elle avait été obtenue sous la pression et sous la menace. Le père de Myriam a été convaincu à plusieurs reprises que les agents des forces de l'ordre commettent trop d'erreurs dans leur travail. La culpabilité d'Antonio et Miguel doit encore être prouvée. Tout cela a provoqué une scission même parmi les familles des victimes. Une famille a soutenu le père de Myriam dans son travail, l'autre, au contraire, a tenté de s'immiscer. La situation s'est développée sous l'attention étroite des médias, tout cela est devenu un processus dans l'histoire de l'Espagne. Dès le début, le comportement de la police a soulevé de nombreuses questions et controverses. Miguel n'a jamais fourni une version cohérente de ses aveux, changeant son témoignage à chaque fois. Tout ce que les détectives avaient écrit semblait avoir été reconstitué à partir de fragments séparés. De nombreux partisans de Miguel pensaient que les enquêteurs le manipulaient simplement pour obtenir les réponses qu'ils souhaitaient à leurs questions. Selon la version officielle du parquet, il a rencontré Antonio à cette date. Les amis conduisaient une voiture blanche sur la route du soir, puis ils rencontrèrent 3 filles qui se dirigeaient vers le club. Lorsqu'elles s'arrêtèrent en face, les écolières parurent immédiatement devenir nerveuses. Après cela, selon Miguel, Antonio a ordonné de les attraper et de les traîner de force dans la voiture. Il a demandé à Antonio de s'arrêter et de déposer les écolières, mais il a refusé. Après avoir parcouru une certaine distance jusqu'à un endroit désert, ils ont battu et violé les victimes. Ensuite, les gars ont décidé de se rendre dans une région reculée des montagnes, située non loin du rucher. Ici, les criminels ont soumis les filles à des tortures cruelles, les violant et les torturant dans la maison pendant plusieurs jours. Miguel a insisté sur le fait qu'il avait essayé de dissuader son ami de cette idée, mais il ne l'a pas écouté et l'a forcé à participer au harcèlement. Selon ses aveux, il était sûr que son refus équivaudrait à la mort. Le jeune homme a déclaré que les filles pleuraient et suppliaient d'être libérées, mais Antonio a frappé l'une d'elles à la tête avec une pierre pour la forcer à garder le silence. Après de longues tortures, toutes les victimes ont été tuées. Ensuite, les criminels ont enveloppé les corps dans un tapis et les ont cachés, les enterrant dans le rucher. Lorsqu'un avocat a commencé à travailler avec Miguel, celui-ci a commencé à refuser ses aveux. Selon lui, ils ont été expulsés par des détectives sous la menace. Lorsque le père de Myriam a vérifié ses propos, il s'est avéré que les interrogatoires n'étaient même pas entièrement documentés. Selon l'homme, tout cela n'a fait que confirmer le parti pris des autorités. Il n'était même pas possible de détecter les enregistrements audio et vidéo. Les paroles du soi-disant meurtrier et violeur étaient simplement imprimées sur du papier. Dès le début, il voulait clairement cacher quelque chose. Miguel avait de gros problèmes. Selon ses avocats, il a changé cet avocat, ce qui est devenu un gros problème car l'enquête et l'emprisonnement à durée indéterminée ont duré 4 ans. Finalement, l'avocat, qui a comparu peu avant l'audience prévue, a dû analyser plus de 800 documents, parmi lesquels des aveux et des rapports de divers experts. Au cours de cette période,
des changements se sont produits dans le domaine de la médecine légale et des technologies sont désormais apparues qui permettent d'examiner plus en profondeur l'ADN. Il convient de noter qu'au cours de l'enquête, de nombreux échantillons de liquide, de cheveux et de sang ont été collectés, dont aucun ne correspondait à Miguel ou à Antonio. Cependant, il restait encore quelques traces sur le tapis que les méthodes du début des années 90 ne permettaient tout simplement pas d'enquêter de manière approfondie. Les criminologues ont désormais une telle opportunité. Juste un jour avant le procès, le père de Myriam, Fernando, a commencé à demander un délai pour permettre une analyse plus approfondie des preuves. Fernando s'est tourné vers un expert légiste indépendant expérimenté dans les affaires pénales. Pour l'homme, les événements liés à sa fille ont été un grand choc. Il quitte son emploi et se consacre entièrement à l'enquête. Même sa femme a admis plus tard qu'après ces événements, leur mariage n'était plus que l'ombre de leur ancienne relation. La femme a également été affaiblie par les événements d'Alcácer, sa santé s'est considérablement détériorée. Matilda a lutté contre le cancer pendant plusieurs années et a même finalement renoncé à son droit de faire don d'un foie. La femme a fait valoir que son foie devrait aller à une personne qui veut vraiment vivre. Au début des audiences, elle avait disparu. Le procès des Alcácer, sans exagération, est devenu le cas le plus notoire de l'histoire de l'Espagne. Une confrontation à grande échelle se préparait, car la version de l'accusation comportait de nombreux angles morts et lacunes. Des experts indépendants n'ont trouvé aucun lien entre Antonio Miguel et les 3 écoliers assassinés. Ils n'étaient reliés que par la présence d'une maison non loin de l'endroit où les corps ont été retrouvés et d'une carte déchirée en lambeaux, qui a été retrouvée à côté des corps, mais pas dans le trou. Même après avoir vérifié le rucher et la voiture blanche utilisée par les jeunes, aucune trace de torture des filles ni de sang n'a été trouvée à l'intérieur. Compte tenu des aveux reçus de Miguel, ils n'ont pu s'empêcher de salir la maison et la voiture. Tout cela semblait très suspect, mais le parquet était prêt à se battre jusqu'au bout. Au cours de son enquête personnelle, le père de Myriam a touché un grand nombre de personnes de haut rang. Sa tentative d'obtenir justice et sa méfiance à l'égard de chaque argument concernant les actions des enquêteurs ont provoqué beaucoup de mécontentement. Le père de Myriam est même apparu à la télévision, affirmant que ce qui s'était passé pourrait être lié à un réseau d'agresseurs, un groupe criminel engagé dans le financement et la réalisation de tels meurtres. Il a fait référence à plusieurs personnalités de haut rang en Espagne. Bien entendu, toute cette activité ne pouvait passer inaperçue. En conséquence, le père de Myriam et son assistant légiste ont payé pour leur obstruction à l'enquête. D'une manière ou d'une autre, le procès de Miguel a commencé au milieu des années 97. À cette époque, il avait déjà passé 4 ans derrière les barreaux. On pensait qu'il pourrait recevoir une lourde peine pour ce crime. Malgré le manque de preuves, le tribunal a déclaré Miguel coupable d'enlèvement, de meurtre et de viol de 3 victimes, et il a été condamné à 170 ans de prison. En 201, Miguel a fait appel à la Cour européenne, qui a statué en sa faveur. Sa condamnation a été considérée comme une punition cruelle. La Commission européenne pensait que sans fin en vue, les prisonniers pourraient devenir incontrôlables et violents les uns envers les autres et envers le personnel pénitentiaire. Le lendemain de sa libération, il a déclaré qu'il n'était pas coupable des crimes pour lesquels il avait été condamné. Le sort d'Antonio pendant cette période restait inconnu. Il y avait des raisons de croire qu'il cherchait à s'enfuir à l'étranger. Il a été arrêté en Irlande alors qu'il était passager clandestin, mais a disparu sans laisser de traces. Il y avait des spéculations selon lesquelles il s'était suicidé par noyade, alors que des images d'un homme mort ressemblant à Antonio apparaissaient à plusieurs reprises en ligne. Il y a eu des témoignages de personnes qui sont entrées en contact avec Antonio. Selon eux, Antonio a changé sa coiffure et la couleur de ses cheveux et a affirmé qu'il était innocent. Le gars avait prévu de quitter l'Espagne. Beaucoup pensent qu'il a réussi à s'échapper et qu'il vit toujours à l'étranger, retournant peut-être dans son pays natal, le Brésil, avec la double nationalité. L'assassin probable de 3 écolières figure toujours sur la liste des personnes les plus recherchées. À ce jour, l'issue de cette affaire et le travail de la police restent controversés. Selon des experts indépendants, ce meurtre brutal de jeunes filles a été commis par plusieurs hommes à la fois. Ils ont probablement été maltraités à l'extérieur du rucher, où les corps ont ensuite été retrouvés enveloppés dans un tapis. Il était possible d'amener les corps dans cet endroit éloigné de n'importe où, car il s'agit d'une zone sauvage qu'une personne peu familière avec ces lieux n'aurait guère choisi pour se débarrasser des corps. Cela signifie qu'il était d'une manière ou d'une autre lié à ce domaine.
Malheureusement, au cours de l'enquête, des erreurs et des négligences grossières ont été commises par toutes les parties. La scène du crime n'a pas été immédiatement bouclée et contaminée, elle n'a pas été examinée de manière approfondie et elle n'a pas été photographiée. Les médecins légistes ont collecté les cheveux des corps de 3 filles dans un seul conteneur. Le médecin légiste a soigneusement lavé les corps avant l'autopsie et a donc jeté toutes les preuves possibles dans les égouts. Tout cela a considérablement influencé le résultat. Le père de Myriam continue d'insister sur le fait que tout n'est pas aussi simple que le prétend l'accusation. Plusieurs échantillons d'ADN provenant du tapis et des cheveux n'ont jamais été identifiés et aucune correspondance n'a été trouvée dans la base de données. Selon l'homme, la vérité sur les meurtres d'Alcacer est bien plus grave et Antonio n'a pas agi seul. Il pense que beaucoup plus de personnes ont participé au crime, mais il est peu probable que nous en soyons informés. Antonio, qui aurait pu aider à découvrir la vérité, n'a jamais été retrouvé. Une statue représentant les 3 filles a été érigée dans le cimetière voisin où ont été enterrés les corps de leurs amis. Comme dans la vie, les filles se sont retrouvées ensemble même après la mort. Voici l'histoire. J'étais heureux de voir tout le monde sur ma chaîne. À bientôt.